Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra. On est le vendredi 2 juin, on est à quelques heures après le match 1 entre Denver et Miami, victoire de Denver sur le Heat pour commencer ses finales NBA et je suis avec Chris Singleton et Benjamin Bernard. Bonjour à vous deux. Hello. Hello everybody. Exactement en même temps. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Denver qui s'est imposé cette nuit pour ce Game 1. Denver qui reste invaincu sur ses playoffs à domicile, 8 victoires, 0 défaites. On a vu, Chris, on va commencer par toi sur ce premier match, que l'avantage physique et de taille dont on parlait pour les Nuggets avant le début de cette série, il s'est clairement confirmé et ce dès le début du match. Oui, il y a les deux cas de figure. On peut aussi argumenter que 9 jours, c'est beaucoup, mais finalement, non. Ça a permis à Denver de récupérer physiquement des petits bobos qu'ils avaient, de surtout bien travailler, parce que Miami, c'est une équipe qu'il faut être tactiquement propre, parce qu'on sait ils vont envoyer défensivement pas mal de choses, mais on a vu une équipe bien focalisée sur leur objectif, une équipe qui joue très bien au basket et a su utiliser toutes leurs armes, parce que tout simplement, cette équipe a des attaquants partout. Donc, c'est très compliqué de défendre contre cette équipe. C'est une équipe qui, offensivement, en fait, trouve quasiment toujours la solution, souvent par l'intermédiaire de Nikola Jokic, que ce soit à la finition ou à la passe. Mais en fait, on a l'impression, quand on voit l'attaque de Denver dérouler, que quoi qu'on fasse, ça finit toujours par rentrer à un moment qu'on n'arrive pas à les arrêter. On a vu ça avec les Lakers au tour d'avant. Et là, de nouveau, avec Miami, on avait l'impression que lui n'y arrivait jamais, Ben. Ouais, c'est exactement ça. Le danger, il vient de partout. Les mecs le disent d'ailleurs très bien, à commencer par Mike Malone, mais les joueurs aussi en conférence de presse après ce match 1. Ils sont quasiment indéfendables parce qu'on ne sait pas d'où le danger va venir. Évidemment, il y a Jokic qui est là et devant, qui marque, qui passe comme tu l'as dit. Il y a Jamal Murray qui a retrouvé un niveau absolument exceptionnel. Mais on a dans leur rôle, en plus, parce qu'il n'est pas que offensif, un Aaron Gordon que je trouve assez exceptionnel, un Michael Porter Jr. qui fait ce qu'il a à faire, même si l'adresse n'est pas toujours là. Ils ont des options aussi. On a vu Bruce Brown qui fait un très bon match également. Ça vient de partout. C'est plus grand, tu l'as dit aussi, donc c'est compliqué parce que quand on a un mismatch physique comme ça à quasiment tous les postes, je crois qu'il n'y a qu'un seul poste sur le starting five où on est à la même taille entre Strus et Caldwell Pope, et Caldwell Pope de l'autre côté. Sinon, à chaque fois, il y a 4, 5, 6 cm d'écart et en termes d'intensité, en plus, c'est dur à matcher sur la durée d'un match, sur 48 minutes. Quand ça revient, ils remettent toujours le bon coup d'accélérateur. Chacun prend chaud à son tour et c'est quasiment injouable pour Miami. Alors, des solutions, il y en a toujours. J'ose espérer pour Miami qu'ils en trouveront pour qu'on ait une finale qui soit un peu plus serrée, que ce ne soit pas un 4-0 comme celui des Nuggets face aux Lakers avant. Mais le chantier, il est énorme et pour les arrêter, pour l'instant, personne n'a trouvé la solution. Donc, parce qu'ils sont même à 9-0 à domicile en play-off, les Nuggets. Pardon, oui, et 4-0 dans les matchs 1. Ils ont à chaque fois gagné le match 1 chez eux. Et surtout que Miami avait toujours gagné le match 1 à l'extérieur. C'est la première fois que Miami... La série devait s'arrêter de toute façon. Ils avaient tous gagné à chaque fois le match 1. Ça devait forcément s'arrêter pour quelqu'un. Ça s'arrête pour Miami qui avait toujours gagné à l'extérieur, qui avait jamais été mené dans les playoffs. Mais l'impression qui se dégageait aussi, c'est que Denver finalement a de la marge. Et quand on voit les chiffres, on se rend compte que c'est seulement la deuxième fois que Denver marque aussi peu de points dans les playoffs. Ils avaient mis 97 points dans le deuxième match contre Phoenix. Et cette nuit, ils finissent à 104 points. Et finalement, c'est assez peu pour eux, Chris. Oui, c'est très peu, mais je pense que Denver, c'est une équipe qui sait gagner. C'est pas forcément être les meilleurs tout le temps. Ce qui est important de savoir dans ce match-là, effectivement, avant le quatrième quart-temps, Nikola Jokic a pris 5 shoots. Donc tout le monde qui dit c'est Jokic machin, non, pas du tout. Il est presque plus dangereux comme passeur que scoreur. Moi, je me souviens d'un match où il a mis 53 points et Denver a perdu. Donc pour moi, c'est les joueurs qui sont autour. On a cité Jamal Murray, que je pense qu'il a réussi grandement son début de finale. Aaron Gordon, qui est devenu le joueur qu'on pensait qu'il allait être l'année dernière, mais c'est vraiment celui qui a le physique qui s'impose. Parce qu'une équipe, Miami a joué contre Boston, qui est très grand aussi, mais ça ne leur gêne pas, parce que techniquement, ils sont très très propres. Et Miami, c'est une équipe qui dépend énormément de l'adresse.
tous les exploits qu'ils ont fait, Strus, il mettait dedans, Martin était en train de faire les playoffs de sa vie. Mais là, ils n'ont pas mis dedans. Et Martin est redevenu Martin. Oui. Et puis le plus gros stat, et tout le monde l'a dit, et ce n'était pas à cause de l'arbitrage, Miami a shooté 2 lancers francs. Donc ça, tu peux pas, un entraîneur qui prend cette feuille-là, et il sait exactement ce qu'il va dire à ses équipes. Et Jimmy Butler l'a bien dit, on n'a pas assez agressé le cercle, on était trop dépendant de shoot extérieur. Et ça, quand tu dépends de l'adresse, surtout à l'extérieur, en altitude, c'est compliqué. Et pour prolonger ce que vient de dire Chris, ce qui en plus peut compliquer la tâche pour Miami et donner de l'optimisme aux fans des Nuggets, c'est que oui, Miami au pourcentage global est en dessous de Denver, est bien en dessous de Denver, mais par contre au pourcentage à 3 points, malgré tout dans ce match 1, Miami a un meilleur pourcentage que Denver. Et dans cette manière dont Chris parle de savoir gagner pour les Nuggets, même s'il y a très peu d'expérience des NBA Finals dans le roster, depuis le début des playoffs, à chaque fois que Denver a eu 10 points en plus d'avance dans un match, ils ont gagné le match. Ça veut dire que quand ils sont devant, qu'ils ont pris le contrôle du match, quelle que soit la tournure des événements derrière, ils trouvent une solution et une manière d'aller gagner ce match-là. Donc autant dire que pour le Heat, il va falloir s'appliquer surtout à essayer de rester devant, parce qu'en fait, si Denver passe devant, prend le contrôle du match et arrive à cette petite dizaine de points d'écart, on va pas dire que c'est game over, mais de ce qu'on a vu depuis le début des playoffs, on n'en est pas loin. Ouais, puis je pense qu'un autre aspect, purement sur le plan tactique, c'est que ces 9 jours a permis Denver de travailler. Parce que la défense de zone, très citée souvent de Miami, qui peut être très efficace, mais ils l'ont décortiqué. Le ballon allait au poste, tout ce que Boston n'a pas fait, on a vu Denver faire. Mettre le ballon au poste, Aaron Gordon sur la ligne de fond, les shooters autour. Et là, c'était parfaitement bien exécuté et la zone n'a servi à rien. Mais est-ce que Denver, justement, c'est pas l'arme fatale contre la zone de Miami? Parce que quand on a un joueur comme Nikola Jokic qu'on peut mettre au poste avec une armée de shooters autour de lui, et surtout quand on connaît le collectif de Denver où le ballon bouge très très bien et très très vite, bah finalement la zone c'est pas forcément une arme efficace. Mais c'est surtout ça, tous les entraîneurs un peu avertis savent parfaitement bien, la clé d'attaquer une zone c'est ça, le ballon il faut qu'il bouge de côté à côté, il faut très peu de dribble et surtout le ballon il faut qu'il rentre au milieu, qu'il referme la zone et là effectivement quand il commence à mettre dedans, et Denver a ses shooters, que ce soit Porter, Jamal Murray, Bruce Brown, tous ces gens-là peuvent mettre à 3 points. Donc c'est très dangereux. Et c'est pas forcément du coup, comme disait Ben, le match parfait non plus pour Denver, parce que comme tu disais, 13 sur 39 à 3 points pour Miami, seulement 8 sur 27 pour les Nuggets. Il y a vraiment de la marge, notamment du côté de Michael Porter Jr. qui avait bien démarré, puis après qui s'est un peu éteint en ratant pas mal de shoots. Qu'est-ce que doit faire Miami finalement pour tenter d'inverser la tendance? Parce que là, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on a l'impression que c'est quand même un peu compliqué comme problème. Non, on a toujours la réponse très con. Je pense que pas mal de joueurs vont donner la même réponse, c'est de mettre le ballon dedans. Ça marche, c'est de réussir les shoots. Souvent. Et on sait parfaitement bien que Miami va pas répéter ce genre de match parce que des gens comme Strus, comme Martin, c'est mec à droit. Hein, donc même Kyle Lowry, il peut en mettre dedans. Le seul qui était vraiment à son niveau, c'est Bam Bam Adebayo, qui était vraiment très bon. Il a montré des choses intéressantes. Est-ce que c'est pas la question justement? Est-ce que Bam peut être à ce niveau-là? Il a pris 25 shoots, ça lui était jamais arrivé dans sa carrière. Est-ce qu'il peut être à ce niveau-là quand Jimmy Butler est dans son match et fait un gros match, quand Caleb Martin est dans son match et fait un gros match? Il faut les voir tous ensemble. De toute façon, s'ils veulent bousculer les Nuggets, il va falloir qu'ils soient bons tous ensemble et pas juste un par-ci par-là. Oui, et puis Bam Adebayo, il faut qu'il prenne ces shoots-là. Parce que si on regarde bien, il faut attaquer qui? Il faut attaquer Jokic. Sur les jeux à 2, il joue en drop, donc il est au milieu du racket. Donc il faut que le joueur qui roule ou qui écarte, il doit être très efficace et surtout obliger Jokic à défendre. Donc c'est pas... Je suis désolé de casser un peu le mythe que ce joueur est parfait. C'est pas un très bon défenseur. C'est pas un très bon défenseur, mais on a vu par exemple en la finale de conférence contre Anthony Davis qu'il n'a pas toujours été forcément énormément en difficulté face à Davis. Il a beaucoup défendu sur lui. Il a pris des fautes, mais il n'y a aucun match où il a vraiment été en full trouble. Ouais, c'est pas. Je vais être très dur avec mes Lakers quand même. Mais pour moi, Anthony Davis n'a pas fait. Non, il n'a pas fait des grandes finales. Il a raté beaucoup de choses. Il a raté beaucoup de shoots. Ils l'ont bien aidé. Puis autour, on n'a pas toujours été très adroits. Les Lakers aussi, ils n'ont pas un énorme. Et dans la saison, ils n'avaient pas un énorme pourcentage à 3 points. Donc effectivement, Davis, il y avait beaucoup d'aide quand lui recevait la balle. Donc avec Bam Adebayo, ça va être la même chose, mais il faut que ces joueurs autour mettent dedans. Mais ce n'était pas le cas.
Et c'est un peu la tactique de Denver, c'est ce qu'a dit Michael Malone, c'est que finalement ça les dérangeait pas de laisser Bam Adebayo prendre des shoots mi-distance tant qu'on fermait la ligne à 3 points et qu'on empêchait les shooters de Miami de prendre feu, même si on a vu quand même que dans les shoots ratés, il y a quand même beaucoup de shoots ratés de Max Strus et de Caleb Martin. Ça n'a pas toujours été parfaitement défendu par Denver. Pas seulement des shoots ratés, mais des très bons shoots. C'est des shoots qu'ils avaient mis tout au long des playoffs jusqu'à maintenant. Donc l'absence de Kevin Love, ça fait un peu mal aussi. Donc c'est vrai que cette équipe, je pense pas qu'ils vont rester dans cet état-là. Strus fera pas 0 sur 9 et 0 sur 10. Martin ne veut pas tout d'un coup plonger et ne pas être à droit. On parle d'un retour potentiel même de Tyler Hero dès le match 2. À la base, ils avaient plutôt annoncé le match 3 comme cible. Là, d'après les dernières news post-match, il pourrait peut-être revenir dès le match 2. Alors de là à dire que ça va être le jour et la nuit et que ça va tout changer, je pense pas. Mais ça fait une arme de plus. On verra dans quel état est la main. Ça fait une arme de plus potentielle. Enfin, de toute façon, en termes d'adresse, ça peut difficilement être pire pour Miami. Il faut voir le côté positif des choses, se dire que là, ils étaient fatigués, ils arrivaient directement de Boston. Comme Chris l'a dit, Denver a eu le temps de se reposer, a eu le temps de décortiquer ce qui a marché pour Miami contre Boston. Je ne peux pas croire que ce sera à ce point-là déséquilibré tout du long. Même si Miami était un peu revenu au début du 4e quart-temps, je ne peux pas croire que ça sera aussi déséquilibré. On n'a pas envie de croire que ce sera aussi déséquilibré tout du long. Et Chris, tu vois des ajustements à faire pour Erik Spoelstra et le Heat face à Denver dès le match 2? Qu'est-ce que tu préconiserais comme changement? Déjà, je pense que les joueurs le savent, il faut attaquer le cercle beaucoup plus. Il faut être beaucoup plus agressif. Même s'ils ressortent le ballon après, il faut obliger l'équipe de Denver à défendre leur raquette. Si ce n'est pas le cas, s'ils finissent tous les matchs à 2 lancers francs, 5 lancers francs, ça ne va pas aller. Il faut qu'ils mettent des fautes sur cette équipe-là. Il faut qu'ils mettent du physique. Il faut absolument qu'ils mettent du physique. Et ça, ils n'ont pas trop fait. Ils ne sont pas aussi loin que ça. C'est vrai qu'ils sont revenus à 9 points. En même temps, Chris, en plus, c'est leur ADN. Enfin, on parle souvent de ground and pound en NFL. Ouais. C'est leur ADN d'aller taper dans le dur, d'aller se battre dessous, d'aller frapper la barbaque, d'aller chercher des fautes, etc. C'est absolument antinomique de voir ce qu'a fait Miami à ce niveau-là hier, de ces 2 lancers francs tentés qui sont le plus faible total de l'histoire des playoffs NBA. Jamais une franchise n'avait tenté que 2 lancers dans les playoffs NBA et il y en a eu un paquet de matchs. Donc c'est tellement à l'opposé de ce qu'on attend de la part de Miami que là aussi c'est difficile d'envisager que ça puisse se reproduire. On a vu le regard notamment de Jimmy Butler qui discutait avec Gabe Vincent, je crois, à la fin du match. Voilà, comme on dit, il était locked in. Donc connaissant le garçon, connaissant son orgueil, son talent à réagir, à rebondir et tout, je suis quasiment persuadé qu'on va avoir un tout autre Jimmy Butler et une toute autre agressivité de la part du 8 dès le match 2. Ouais, Jimmy Butler, c'est la première visée là-dedans, parce que c'est celui probablement qui a tout le matos pour le faire. Il n'a pas fait. Donc les autres ont continué à shooter à 3 points. Tous les joueurs autour, ils ont la capacité aussi, et ce qui m'a beaucoup plu avec cette équipe de Miami, c'est leur mouvement. Et là, je les ai trouvés beaucoup trop statiques, beaucoup trop collés dans les spots, et ne pas assez de catch and go, à recevoir le ballon, partir au cercle. Des joueurs comme Robinson, il a un QI basket très élevé. Toutes les backdoors qu'il a fait contre Boston et tout ça, là, on ne les a pas vus. Donc, il faut juste retourner un petit peu, bien regarder le film du match, et puis voir les ouvertures qu'il y a. Parce que Denver, même si je dis aujourd'hui, c'est l'équipe qui joue le mieux au basket actuellement, ils ont des points de défaillance. Des fois, ils ont de temps en temps à partir ailleurs, à trop appuyer sur les shoots extérieurs aussi. Donc, mais bon, ça va être intéressant de voir les ajustements. Et justement, comment vous voyez la suite de cette série concrètement? On sait que physiquement, pour Miami, il y a déjà eu 3 matchs de plus dans les jambes. Le temps de repos supplémentaire pour Denver. Plus la série va durer, plus ça sera peut-être aussi compliqué pour le 8, ou est-ce que c'est trop bateau de dire ça et que finalement le 8, eux ils aiment quand c'est dur et ils aiment quand ça fait mal, quoi. Je pense que les deux sont un peu vrais. C'est la logique d'avoir toujours cet éternel débat entre est-ce qu'il vaut mieux être reposé ou est-ce qu'il vaut mieux avoir son rythme. Là, pour le coup, oui, Miami était fatigué, on peut pas leur en vouloir. Chris pourra peut-être nous en dire plus. Je sais pas si le fait de jouer à Denver, qui est quand même à 1 mile d'altitude, à plus de 1600 mètres, peut avoir son importance, mais je pense que oui, il faut aussi une acclimatation au niveau du corps, etc. Ça provoque des changements au niveau de la circulation sanguine, de l'oxygénation,
élimination, tout ça. C'est des excuses qui paraissent faciles, mais si on met tous ces petits trucs bout à bout, ils étaient à 3-0, ils sont fait reprendre à 3-3 par les Celtics, donc tu laisses de l'influx nerveux aussi, mental. Ils ont réussi un exploit, parce que c'est un exploit d'aller gagner assez facilement le match 7 à Boston. Voilà, il fallait retomber de tout ça. Moi, la réaction, je l'attends vraiment, là, c'est au match 2, parce que je dis pas que si Denver mène 2-0, les finales seront pliées. Mais si Denver mène 2-0, en gros, ils gardent leur avantage du parquet. Ils ont juste à aller chercher un petit joker sur les 2 matchs qu'il y a à Miami. Et là, pour le coup, c'est quasiment terminé. Donc, Miami a ce qu'il faut pour pas se faire marcher dessus. Mais le match 2 va vraiment être pivot et clé pour la suite potentielle de ces finals. Ouais. Non, ce qui est certain, c'est que l'altitude, ça joue. Ce que j'avais pas trop compris en regardant le match cette nuit, c'est que Spoelstra avait un peu fermé le banc. Il n'a pas utilisé ses rotations comme d'habitude. On a découvert un joueur comme Ice Smith, qui est probablement un des meilleurs joueurs chez Miami hier. Et qui a shooté les 2 lancers francs. Et qui a shooté les 2 lancers francs, qui était actif et surtout défensivement. Qui a embêté Jamal Murray. Qui a embêté Jamal Murray. De toute façon, il faut l'embêter. Il ne faut pas laisser Jamal Murray naviguer comme il veut. Parce que ce qui est grand avec cette équipe-là, même si c'est des joueurs offensivement qui sont très talentueux, Jamal Murray et Nikola Jokic fait partie des meilleurs passeurs de l'NBA. Ça veut dire trouver les joueurs, les jeux à 2, les pick and roll, les passes intérieures. Ça, c'est vraiment une grande force cette équipe-là. Donc, Spoelstra. Et je pense qu'ils vont réagir tout simplement parce que toute leur saison était compliquée. Ils n'ont jamais eu des moments faciles. Ils étaient obligés de gratter pour arriver en play-off. Ils étaient obligés de gratter dans les séries. Ils ont perdu 3 matchs de suite contre Boston. Ils n'ont pas paniqué. Donc, je pense que cette équipe a une capacité de réagir, de ne pas perdre contrôle de leur nerfs, de leur façon de jouer au basket. Je pense qu'on aura un meilleur visage, qu'ils gagnent ou pas, un meilleur visage dans le match 2. Il ne faut pas oublier quand même, et on en a beaucoup parlé avant que ça débute, mais c'est seulement la 2e tête de série numéro 8 qui arrive au NBA Finals après les Knicks de 99. Et c'est une équipe qui se retrouve là aujourd'hui, qui est passée à 3 minutes de l'élimination contre Chicago au play-in et qui, sur la saison régulière, termine pire équipe de la Ligue au point marqué par match, 27e sur 30 au rebond par match, 25e sur 30 au passe par match. C'est un peu genre à l'époque, pour les connaisseurs, Michel Muller, fallait pas les inviter, quoi. Normalement, rien n'indiquait, si ce n'est eux, le fait qu'ils y ont cru depuis le début et qu'ils ont cette espèce d'état d'esprit collectif de jamais douter, de toujours croire en eux, avec tous ces joueurs non draftés qui justement ont ce petit chip on the shoulder, le petit truc en plus qui les motive et tout. Jamais enterrer Miami, en fait, juste quand on voit leur parcours, quand on voit ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, Michael Malone l'avait bien répété à ses joueurs avant le match. Il y a des images qui sont sorties du vestiaire où il leur dit, les gars, le premier truc à pas oublier, Miami est allé gagner le match 1 à Milwaukee. Miami est allé gagner le match 2, le match 1 à New York. Miami est allé gagner le match 1 à Boston. Donc même si là, pour le coup, ils l'ont pas fait, la série s'est arrêtée, ils n'ont pas gagné le match 1. Miami, à tout moment, peut redevenir Miami et trouver des solutions avec, encore une fois, ce talent de Spoelstra pour nous dénicher des mecs, pour avoir, hier, oui, ça n'a pas payé, mais Ice Smith qui fait quand même un sacré match et c'est pas celui qu'on attend à ce rôle-là. Donc, qui va être le potentiel facteur X du prochain match? Il y en a plein sur la liste. Il y a plein sur la liste. Il ne faut pas oublier comment Miami est arrivé aussi. Tyler Hero se blesse. Jimmy Butler a raté pas mal de matchs aussi. Donc, Kevin Love, actuellement, il n'est pas là. Victor Oladipo n'est pas là non plus. Donc, c'est quand même des armes qui, à chaque fois, quelqu'un est tombé, ils ont réagi. Ils ont gratté jusqu'à la fin. Donc, moi, je dis tout simplement, je l'ai déjà dit, que je pense qu'ils ont un des meilleurs coachs de l'NBA, tactiquement. Qui sait préparer un match, qui sait prendre tous les aspects qui n'ont pas fonctionné et essaie de montrer autre chose. Donc, ils vont être tactiquement beaucoup mieux. Déjà, l'adresse, j'en doute pas une seconde. Et Denver, il faut qu'ils s'attendent à un match 2 très difficile. Ouais, et puis c'est un peu aussi ce qu'on a envie de voir. Bon, évidemment, pour que ça dure. Mais Denver a jamais été vraiment trop en difficulté depuis le début des playoffs, à l'inverse de Miami. Et c'est vrai qu'on a envie d'un peu de voir comment réagirait Denver si, par exemple, ça revenait à un partout, s'il jouait forcément un match sous pression ensuite à Miami, parce que si ça fait un partout et que tu pars 2 fois en Floride, on a envie de voir comment cette équipe de Denver réagirait, parce que même si ça fait longtemps qu'ils approchent du très très haut niveau et des finales, ils n'ont jamais été aussi proches du but. C'est une équipe qui est construite depuis très longtemps autour du duo Murray-Jokic, mais tant qu'ils n'ont pas gagné, tant qu'ils ne sont pas
Non, et puis, Tant qu'ils y sont pas, on n'a pas toujours envie d'y ont croire. Quoi, mais ils ont pour cette équipe. aussi ce petit côté comme Miami, comme Ben l'a dit, le chip on the shoulder. Denver, là aussi, il ne faut pas oublier que tout au long de la saison, ils étaient au haut de la pyramide et on parlait toujours de Boston, de Milwaukee, des autres équipes qui pouvaient être champions. On a parlé très peu de Denver. On commence à parler maintenant. Ah oui, effectivement, Denver, ils sont très forts, ils sont très bons, mais eux, ils savent, c'est ça qu'ils ne vont pas oublier, c'est que pendant la saison, personne ne pensait ça. Personne n'a dit Denver va être en finale, ils y sont. Et maintenant, j'aime bien leur discours en disant, mais ce n'est pas une finalité. Finalité, c'est d'être champion de l'NBA. Et ça, ils ont tout ça engrainé dans la tête. Un dernier mot, Ben, pour conclure. Un dernier mot, on veut un gros match 2. Moi, je rêve, parce que là, ça fait un petit moment que c'est moins le cas du côté de l'Ouest. Je rêve de voir Denver bousculer, comme tu l'as dit, parce qu'ils l'ont été un peu par moment, par les Suns, par les Lakers, quand il a fallu les exploits de Jokic en fin de match, ce genre de choses. Mais de les voir vraiment bousculer, peut-être même, je dirais, de les voir mener sur la longueur d'un match sans qu'ils soient trop loin pour qu'on puisse avoir une fin de match serrée et un vrai money time, mais de les voir mener sur la durée d'un match pour voir un peu, parce que, encore une fois, pour qu'on puisse jauger définitivement de ce qu'a cette équipe en termes de talent, on le sait, mais en termes de qualité mentale, de capacité de réaction, tout ça, et est-ce que le manque d'expérience à ce plus haut niveau peut pas aussi coûter à un moment. Il faut les voir aussi dans la difficulté, parce que c'est dans la difficulté qu'on voit de quoi une équipe est faite. Alors après, eux, ils vont vous dire que s'ils gagnent 4-0 et qu'ils sont jamais mis en difficulté, ils vont pas s'en plaindre et ils prendront le titre à la fin. Mais pour nous, d'un point de vue extérieur, ça serait sympa de voir un petit peu les chaises tourner, de voir comment ils réagissent s'ils sont dans le dur. On rappelle donc que les finales NBA, c'est évidemment à suivre sur beIN. Match 2 dans la nuit de dimanche à lundi, 2h du matin, beIN Sport 1, avec Jacques, Rémi et Xavier qui sont sur place. Et puis NBA Extra tous les lendemains de match, Exactement, les jours de match avec et preview qui est tourné là-bas, les plateaux sont tournés là-bas et toute la team NBA Extra s'occupe de mettre les images autour. Et le lendemain de match, on est en plateau sur NBA Extra avec Chris, avec Yann pour débriefer tout ça. Et donc ça va être l'heure de se quitter parce que vous avez une émission à tourner. Il va falloir parler de plein de choses en images avec des beaux tableaux et puis surtout un super présentateur. Ben, il faut lui laisser le temps de mettre son bow tie quand même. Oui, c'est ça. Ça met du temps. Le papillon New York Knicks. Aujourd'hui, j'emmène les Knicks au NBA Finals comme j'emmène les Lions à chaque fois au Super Bowl, puisque de toute façon sur le terrain ils sont pas capables de le faire, donc je le fais moi. J'ai un ceinture Lakers, tu veux le mettre s'il te plaît tu l'amèneras pour la prochaine. Comme en 99, les Knicks donc de retour en finale NBA. Merci beaucoup à vous deux, c'était un plaisir de vous avoir ici. Je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ce podcast vous a plu et puis on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Merci beaucoup.